Bonjour. Merci, Elamine, Jérôme, Léo et l'ensemble du comité d'organisation pour cette invitation qui nous honore. Donc nous sommes Léna Aragoas et Alaric Garnier. Peut-être on va se représenter un peu sur le parcours avant de rentrer dans le vif du sujet, mais du coup nous on est amis, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Lyon en 2008. On a fait nos études ensemble là-bas et suite à ces études on a monté des ateliers collectifs, un atelier collectif à Bagnolet. Où on a commencé notre travail d'indépendant en région parisienne. Et c'est à ce moment-là où on a monté une maison d'édition qui s'appelle Rotolux Press, en 2016 donc. Ça fait 10 ans. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Et donc la maison d'édition d'un côté, et à côté un travail de commande de graphiste. Et on s'est associés sur le travail de commande en 2019. Donc ça fait un moment qu'on est côte à côte. À plein d'endroits différents de nos pratiques. Il y a un an, on a enfin lancé un site internet avec notre travail de commande et il a fallu choisir un nom et on a choisi de garder nos noms de famille et de mettre devant atelier et pas studio. Ça nous semblait important d'avoir, tu rebondiras, mais de garder quelque chose un peu de l'ordre du faire, de l'artisanat, d'une équipe assez réduite, de pas avoir envie forcément de devenir un studio de 10 personnes, de garder une échelle un peu simple. Et aussi d'avoir une pratique qui va, Alaric étant dessinateur de caractère, de la lettre jusqu'au livre, au mur, au site internet, de pouvoir traverser un peu ce que notre métier offre comme support. Donc, on travaille depuis cet espace qui est situé à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Donc c'est ici que nous répondons à nos commandes de design graphique. C'est ici que nous imaginons les livres de la maison d'édition. C'est ici qu'on passe le plus clair de notre temps. C'est un peu, moi j'aime bien dire que c'est un peu notre terrain de jeu parce que c'est un espace qu'on a choisi, qu'on habite, dans lequel il y a des copains qui viennent travailler de temps en temps, où on fait des rendez-vous. Enfin, voilà, c'est vraiment un espace important dans notre vie. On a été, je pense, invités parce qu'on était éditeur et graphiste. Et ces deux casquettes, elles sont hyper importantes pour nous dans le sens où on n'a pas envie d'avoir à choisir entre les deux métiers. Pour nous, le travail de commande est hyper important. C'est vraiment quelque chose qu'on aime faire quand on a envie de continuer à faire. Et on aime bien cette citation glissante qui nous semble pouvoir un peu exprimer notre rapport et au design graphique et à nos clients et aux auteurs avec qui on travaille. Oui, parce qu'effectivement, on prend beaucoup de plaisir aux travaux de commande, presque autant que dans les travaux auto-initiés de la maison d'édition, enfin, quand ça se passe bien dans les commandes. Et effectivement, cette citation, elle reflète assez bien le rapport à l'échange. On se nourrit beaucoup, Puis même quand ça se passe mal, on apprend beaucoup sur nous, sur nos limites, sur ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, comment on a envie de travailler. Chaque expérience, au final, est intéressante. On continue. Donc on voulait rapidement... donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter rapidement quelques projets réalisés l'an dernier. Mais on va aller assez vite dessus, puisqu'on voudrait ensuite s'attarder plus précisément sur 4 projets, 2 travaux de commande et 2 travaux pour la maison d'édition. Mais il nous semblait important de retraverser un petit peu notre année 2025, puisqu'elle donne à voir la diversité de supports et de secteurs d'activité de supports travaillés et de secteurs d'activité traversés par le studio. Du coup là, ça va mélanger ce qu'on a fait autant pour la maison. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans cet espace d'atelier, quoi. Donc autant ce qu'on a fait pour la maison d'édition que pour le studio, enfin l'atelier de design graphique.
Donc on commence avec ce livre qui est un petit objet qui s'appelle Tentacoli, qu'on a fait pour Rotolux, du coup, qui est un tout petit ouvrage complètement financé par la maison, et qui reprend, c'est des pensées d'une jeune femme un peu post-rupture amoureuse. C'est une jeune femme qui est passionnée d'art, qui est italienne d'origine, qui travaille en France et qui écrit en français, en anglais et en italien. Et c'est chaque langue à sa place, n'est pas traduite. Donc on navigue à travers les pensées de cette jeune femme. Cette jeune femme a souhaité rester anonyme, donc le livre est signé Niki Tempest, mais c'est un pseudonyme. Voilà. Et nous, ça nous a intéressé aussi graphiquement. Il y avait l'enjeu de rendre compte de cet écrit, et en même temps, elle écrivait de manière assez poétique. Donc c'était vraiment, il y avait une petite phrase sur chaque page. Et nous, d'un point de vue économique, un des systèmes qu'on a trouvé à cet endroit-là, qu'on pourra revoir dans un autre ouvrage, c'est au lieu de mettre juste un texte par page, d'en mettre 2 ou 4 par double, en séparant la page par la pagination et des petits points. Donc c'est une manière de garder l'idée qu'on passait à un autre texte, tout en les conservant sur la même page. Voilà, c'est des petits sujets. Et essayer de rendre l'économie de ce projet raisonnable. Aussi sur des questions de design graphique et d'économie, c'est un tout petit livre qui est du coup un format qu'on dit économique, qui sur une des plaques offset fait rentrer 64 pages par plaque offset. Donc c'est ces enjeux par feuille. Ces enjeux d'économie et de format, c'est des choses qu'on travaille beaucoup, enfin avec lesquelles on travaille beaucoup, autant pour le travail de commande que pour notre maison d'édition. On essaie d'être attentif à ne pas avoir trop de pertes. Ça, c'est un petit livret de vraiment 24 pages. C'est un texte qu'on a reçu, c'est pareil pour la maison d'édition. C'est un texte qu'on a reçu dans la boîte aux lettres, dans la boîte mail. Et quand on l'a lu, on s'est dit c'est trop beau, faut vraiment qu'on arrive à le publier. On a mis du temps, mais on a fini par le sortir. Et ça nous permet de parler aussi du fait qu'on a une petite imprimerie collective. Dans le même bâtiment. Donc on a une imprimerie, on a une riso, on a de quoi massicoter, plier, on peut bricoler des petits objets. Donc ça, c'est un 24 pages imprimé à domicile. Qui a eu un succès inattendu et qu'on a en fait retiré en offset très rapidement après sa sortie. Parce que dans l'évolution de la maison aussi, on l'a monté en 2016 et on a eu un distributeur il y a 2 ans. Donc on a passé 8 ans à faire de l'autodiffusion et à nous-mêmes aller voir les libraires, essayer de placer nos livres. Et donc ça fait 2 ans qu'il y a des personnes qui font ce travail-là pour nous. C'est super, ça nous a libéré beaucoup de temps. Mais celui-ci qu'on avait imprimé à 200 exemplaires a été placé à 400. Donc il a fallu trouver une solution très vite. Troisième projet de l'année, toujours pour Rotolux Press. Alors on y reviendra, mais on a beaucoup travaillé pour Rotolux Press l'an dernier. Il faut savoir que c'est du travail quasi bénévole. On va pas mal parler d'argent pendant cette présentation. Enfin, on va essayer du moins. Donc ce livre, c'est une collaboration entre Valentine Gauthier-Fell et Rebecca Dubner. Valentine est autrice, Rebecca est photographe. Et elles se sont immergées dans une maison d'enfants à caractère social en région parisienne pendant plusieurs années. Et elles y ont mené des ateliers de photos avec les jeunes hébergés dans ces foyers. Et le texte décrit une journée type dans le foyer. Et voilà, et donc il y a une alternance de cahiers de texte et de cahiers d'images. Et voilà. Et c'est vrai que ça a donné la parole à ces voix marginalisées. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les publications de la maison. Vas-y. Là, on change de monde. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir travailler gratuitement pour notre maison d'édition. Donc, on a évidemment des
des projets de commande commerciaux. On a réalisé l'identité visuelle, le site internet et la signalétique de studio de tournage destiné à l'industrie de la mode à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc voilà, encore une fois, il y a du dessin de caractère, il y a de la peinture en lettres, il y a du web design, etc., etc. On fait aussi du design de livres pour d'autres éditeurs. Donc là, c'est un livre qu'on a designé pour Dilecta et l'artiste Arnaud Théval, qui lui s'est beaucoup intéressé à la prison, dans l'endroit où nous, on ne serait pas forcément allés, mais beaucoup du côté des surveillants pénitentiaires. Donc il a fait beaucoup de résidences, donc c'était un peu un livre qui clôturait ce travail-là. On a travaillé pendant 5 ans pour une association qui s'appelle Provence Art Contemporain, qui fédère donc tous les acteurs de l'art contemporain dans la région d'Aix-Marseille, et qui organise un festival qui s'appelle le Printemps de l'art contemporain. Donc voilà, ça c'était l'édition de l'an dernier, et la dernière, puisqu'ils ont décidé de changer leur identité visuelle cette année. Ça, c'est un autre livre qu'on a fait pour la maison d'édition. C'est un livre photo. C'est vrai qu'on essaie de ne pas se fermer sur la maison d'édition. On fait autant du texte que de l'image, de la poésie, de la littérature. Romy, ça faisait un moment qu'on suivait son travail. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a publié en 2023 un gros livre sur un tagger, un gros livre photo, et elle nous a contacté en disant « Ah, je ne savais pas que vous faisiez de la photo, est-ce que ça vous dit de publier mes images ?» Donc on s'est lancé dans l'aventure. Et on est très content de cet ouvrage où il y a 3 séries de photos de Romy qui se mêlent et 3 essais à la fin, enfin 3 petits textes de Romy Alizé. On fait également de la scénographie d'exposition, en collaboration avec des scénographes. Ici, l'exposition Nous Autres, curatée par Hélène Gianecchini, autour du travail de Donna Gottschalk et Carla Williams au BAL à Paris. Et ce qui est intéressant sur ces projets, c'est aussi comment la maison d'édition et l'atelier vont se mêler. C'est-à-dire qu'on a été amené à travailler sur cette exposition-là parce que, avec Rotolux Press, on a travaillé sur cet ouvrage, Le mouvement féministe est un complot lesbien, dirigé par Hélène Gianecchini entre autres. Et en gros, Hélène, en construisant l'expo autour de Donna Gottschalk, a retrouvé beaucoup de textes jamais traduits en français, et s'est dit il faudrait le remettre dans le catalogue, mais ça devenait trop, donc ils se sont dit on va faire 2 objets, on va faire un catalogue avec des images de Donna et un livre de texte. Et ils sont venus nous contacter pour le livre de texte, et comme elle voulait une continuité aussi sur l'aspect graphique des deux, nous a invités à faire la scéno d'expo au BAL. Donc c'est des allers-retours comme ça qui opèrent au sein de l'atelier. Du coup, cet objet, c'est un recueil de plein de petits textes publiés plutôt sous forme de fanzine initialement, traduits et assemblés dans cet ouvrage. Et on a tenu à 2 choses qui étaient montrer les premières formes de publication de ces textes, donc montrer si c'était des fanzines, des tracts. Donc chaque texte est introduit par une image de sa première forme. Et ils étaient souvent publiés dans des revues militantes où il y avait plein de formes graphiques qui en disaient long sur la liberté de ces revues, qu'on a parsemées un peu à l'échelle du livre. Dernier projet de l'année pour la maison d'édition, donc ça nous amène à 7 livres ou 8 livres, je ne sais plus. 7. Ici, c'est un recueil d'une autrice, une rappeuse qui s'appelle Oxney. Et donc, on a accompagné la sortie de son album en publiant ses textes. On va avancer.
une autre scénographie d'exposition, cette fois-ci pour le Palais de Tokyo, qui nous a beaucoup occupé l'an passé, autour de l'influence de la French Theory dans la création artistique américaine. Ici, un poster pour une fête organisée dans notre imprimerie collective. Et enfin, une devanture pour une boutique à Toulouse. Voilà. Et c'est important pour moi qu'on puisse montrer aussi ce type de travaux, parce que je pense que c'est important pour nous de pouvoir autant faire une devanture de resto qu'un site internet pour des studios qui vont accueillir des shootings de mode, que des livres ou des scénos d'expo. Après, il est vrai que notre économie, voilà, on a traversé plusieurs secteurs dans nos travaux de commande. On travaille un petit peu pour l'industrie de la mode, beaucoup pour l'art contemporain, puisqu'on a fait une école d'art, donc c'est vrai que nos réseaux sont plutôt inscrits dans la création contemporaine. Donc là, on va s'attarder sur un projet d'identité globale qu'on a mené en 2022 avec une commissaire d'exposition qui s'appelle Victorine Grattalou. Donc, on va montrer pas mal de typos parce que du coup, pas exclusivement, mais on travaille beaucoup avec des caractères dessinés par Alaric. Et souvent, c'est-à-dire que il dessine rarement des caractères ex nihilo, c'est toujours lié à un projet et le caractère est toujours en cours de développement pendant qu'on construit le projet, quoi. Donc là, le jargon. L'exposition, c'était donc Victorine, elle partait d'un texte qui s'appelle Ce à quoi nous tenons, qui était écrit par Émilie H, qui était une écoféministe. Donc il y avait vraiment ce rapport du lien et de comment on fait ensemble. Sur la question du choix de caractère, au départ, on avait fait des tests avec des caractères sans empattement. Cette phrase qui est super belle devenait hyper autoritaire. Ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que Victorine voulait faire, et du coup on lui a proposé d'aller faire quelque chose de beaucoup plus littéraire, beaucoup plus doux, mais avec ces idées un peu de calque, la façon dont on peut travailler régulièrement, avoir cette phrase assez douce en premier calque, et dans le fond d'avoir les institutions de manière un peu plus autoritaire avec cette sans-sérif qui intervient. Et ouais, sur ce projet, on a fait vraiment, c'est pour ça qu'on le montre, c'est qu'il est un peu vieux, mais il représente un peu, parce qu'on a fait toute la com du carton d'invitation, flyers, affiches, réseaux sociaux, livrets d'expo. On va le voir après, le catalogue et la scéno. Beaucoup de QR codes. Et autant qu'on aime bien travailler avec des questions d'un peu de jeu de calque sur les visuels, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu régulièrement dans les bouquins qu'on fait, où on se rend bien compte que ça revient. C'est qu'on aime bien que de l'extérieur du livre, on comprenne un peu comment il est construit, et que du coup, sur la tranche, on puisse comprendre comment il se hiérarchise ou il se construit. Donc là, l'idée, c'était de faire une sorte de petit bonbon, parce qu'on commence par un papier rose. On a ce qu'on appelle un peu, nous, le tunnel des doubles pages d'artistes dans ce genre de catalogue sur un papier blanc. Et à la fin, il y avait un texte plus sur les... Donc c'est une expo sur des résidences françaises à l'étranger, donc la Villa Médicis, Cujo-Yama et Casa Velasquez. Et donc, dans certaines de ces résidences, on peut venir avec son compagnon, qui est souvent lui aussi artiste. Donc, le papier vert, Victorine a voulu que ce soit un peu questionné, ce rapport à qui est en résidence, par qui il est accompagné, comment l'accompagnant déploie sa pratique aussi. Donc, voilà, il y avait ce côté un peu sandwich ou bonbon, qui sont des choses qui reviennent assez régulièrement. Et donc le choix du caractère, le jargon, son dessin donc c'est fait en parallèle du projet, à partir d'un brief qu'on s'était auto-fixé,
puisque dès le départ de la commande, Victorine souhaitait que nous nous occupions également de la scénographie de l'exposition. Et elle a exprimé le souhait d'avoir de très très gros lettrages peints sur les murs de l'exposition. C'est la raison pour laquelle le dessin de ce caractère a été pensé tout en courbe, il n'est pas sharp, il n'y a pas d'angle, il y a beaucoup d'imperfections, puisque l'idée était que ça puisse supporter en fait donc le travail de peinture et le rendre rapide. Car plus les lettres sont carrées et géométriques, plus ça prend du temps. Et finalement, l'exécution de ces grands lettrages a été assez express finalement. Donc l'exposition était ponctuée de quatre chapitres qui sont matérialisés par ces quatre titres et 4 aplats colorés qui venaient séparer les espaces. Voilà, en tout cas, faire des transespaces, pas les séparer justement, mais glisser d'un espace à un autre. Et parfois qui cohabitaient avec les œuvres. Ici, on va vous parler d'un autre projet toujours dans le champ de l'art contemporain. Cette fois-ci, c'est un catalogue pour l'artiste Adrien Vescovi. Alors, on parle de ce livre parce que je pense que il est un peu particulier dans tout ce qu'on a fait, dans le sens où quand on ne connaissait pas Adrien, il nous a invités à venir lui rendre visite dans son atelier à Marseille pour nous confier la réalisation de ce livre à l'occasion de son exposition au Casino Luxembourg. Et il s'avère qu'on a discuté pendant 3 heures avec lui, quelque chose comme ça, dans son atelier. Enfin, il nous a expliqué comment il travaillait, on a fait 3 heures de rendez-vous avec lui. Et je pense qu'à la fin, on avait l'idée du livre. On savait à peu près comment on voulait le construire, on savait ce qu'on voulait faire. Même assez précisément, on avait une image mentale ça, assez... Ça arrive souvent, mais c'est assez rare que ça se réalise en l'état. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu vraiment faire exister l'objet qu'on a eu en tête lors de ce premier rendez-vous. Et du coup, Adrien, c'est quelqu'un qui travaille avec des tissus teintés, qui recoud, qui fait des grands drapés avec ça. Et en même temps, il montre aussi souvent le processus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des jarres avec les teintures. C'est beaucoup de l'ordre de l'installation derrière, dans les expos. Et donc, en sortant de ce rendez-vous, on imaginait un livre d'un format assez généreux, à couverture toilée, qui proposait une alternance de papier. On souhaitait que dans les pages de garde, il y ait les recettes des teintures de l'artiste. On souhaitait que le livre soit introduit par une série d'images de son atelier, qui a donné l'occasion du coup à une commande à la photographe Julia Andréon, qu'on a accompagné sur ce shooting. On le montre aussi parce que c'est un des rares objets où on a pu un peu aussi avoir une sorte de DA sur les shootings photos. Et donc il y a vraiment quelque chose c'est un objet qu'on a un peu le plus pensé dans le travail de commande. On a été très libre d'intervenir à beaucoup d'endroits. Du coup, après les photos de Julia, il y a un essai de la commissaire qui enchaîne sur les vues de son exposition au Casino Luxembourg, qui ont été photographiées par Marc Dommage. Puis une interview de l'artiste et de ses assistants, pour finir sur un dernier cahier qui consiste en des reproductions échelle 1 de fragments de ces pièces. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a proposé, les scans échelle 1, et c'était aussi, nous, ce qu'on aime bien dans ces ouvrages, c'est avoir un endroit qui nous sert de variable pour tenir un nombre de pages, pour pas avoir trop de pertes au moment de l'impression.
Autant dans le complot lesbien, on avait ces petits visuels qu'on pouvait monopoliser pour cet espace-là. Autant là, les scans échelle 1, c'est quelque chose où on pouvait rajouter un cahier, en enlever, suivant l'économie dans laquelle on devait tenir. Et donc les scans, on les a fait à l'atelier, et le shooting, on a suivi Julia sur le shooting. Et bon, puisque le Casino Luxembourg avait quand même un budget conséquent pour ce projet, on a pu s'offrir le luxe d'un petit greffage sur la tranche du livre, qui résonnait particulièrement bien avec avec ces tissus. Avec les tissus d'Adrien. Mais on n'a pas toujours la chance d'avoir les budgets du Casino Luxembourg. Et du coup, ce qu'Alaric a dit tout à l'heure rapidement, c'est que sur la maison d'édition, on est quasi bénévole. Hier, j'ai fait un peu d'archéo pour savoir combien on s'était payé ces dernières années. En 2025, on s'est payé chacun 1 000 € sur la maison d'édition. Et en 2024, chacun 1 600 €. Voilà. En 2023, 1 100 et avant 0. Donc c'est vraiment voilà, très proche du bénévolat. Et c'est pour ça que c'est important aussi de parler du travail de commande, parce que c'est vraiment ça qui nous fait vivre. Mais de la nécessité, c'est aussi de faire exister des formes qui nous tiennent à cœur, et c'est pour ça que la maison d'édition existe. Elle est arrivée parce que je pense qu'on avait envie d'un terrain de jeu graphique, où on était seul maître à bord un peu, enfin, avec les auteurs avec qui on travaille, mais en tout cas on pouvait expérimenter des choses. Et ouais. Du coup, on va vous présenter 2 ouvrages, mais pour pouvoir vous présenter ces 2 ouvrages, on est obligé de parler d'un tout petit livre qu'on a fait en 2019, donc là ça commence vraiment à remonter. Et c'était à l'occasion d'une résidence à Photokino à Marseille, où on avait plein d'ambitions sur une grosse semaine. On avait prévu de faire plein de choses. On savait qu'on allait pouvoir profiter de leur réseau. À l'époque, on n'avait pas notre propre réseau. Et puis finalement, une semaine, ça passe vite. Et le projet qu'on espérait imprimer dans les marges de notre projet principal, il est passé au centre. Et donc c'était ce petit livre de Élodie Petit, Fiévreuse plébéienne. Et c'est un peu la première fois où on publiait autre chose, ou quelqu'un d'autre, que nous ou nos très proches. Donc il y avait un enjeu de devoir faire avec quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes, ou notre compagnon, ou notre meilleur pote, quoi. Donc ça nous a demandé aussi une implication tout autre, comme on va le voir, sur comment on travaille, comment on fait attention à la personne avec qui on travaille, et comment on diffuse après l'objet qui existe. Du coup, sur Fiévreuse plébéienne, donc on l'a conçu pendant la semaine de résidence à Photokino, on l'a imprimé pendant la semaine de résidence là-bas, et on est revenu à Paris avec nos feuilles pas pliées et pas reliées. On a fait 90 exemplaires cousus, chaque objet était cousu, donc j'ai cousu les 90 livres. Et en fait, il s'est super bien vendu, contre toute attente. Le soir du lancement, on avait vendu 90 tous les livres. Alors c'était un lancement dans un bar. La patronne du bar était tellement contente du déroulement de la soirée qu'elle nous a offert toute une partie de son bénéfice de la soirée. Donc c'est-à-dire que pour ce livre, pour un investissement de 20 €, à savoir du scotch et du fil et Et un apport travail, c'était aussi pour ça qu'on voulait en parler, c'est que quand on n'avait pas grand-chose, mais on avait du temps. Et faute, là. Le 2,33 € hors taxe pour les 4... c'est une coquille. Mais, ouais, on avait du temps en fait. Donc c'était quelque chose d'important, je pense, pour nous d'en parler dans la maison d'édition, parce que on n'avait pas d'argent, on avait du temps, et on a mis ce temps à profit pour faire des objets. Et ce petit objet, où on a vendu ces 90 exemplaires vite, nous a permis de réimprimer 300 exemplaires en offset, qui nous a permis derrière d'imprimer un plus gros projet. Donc en fait, c'est avec ces petits bouts de ficelle où on a fini par réussir à
à faire en sorte que la maison d'édition, on ne se finance pas, mais on peut financer des livres. Et elle s'autonomise, elle est un petit peu autonome sur ses finances. C'est une contradiction continuelle, ça je suis parfaitement d'accord. Le problème c'est d'être conscient de cette contradiction et d'essayer au jour le jour, en en étant conscient de ne pas aller, de freiner toujours cette intégration et de ne pas aller dans le sens de la récupération. Je crois que si on en est conscient et si les gens avec qui on travaille en sont conscients, on doit pouvoir limiter les dégâts au maximum. L'essentiel, c'est d'être conscient que éternellement récupéré par la bourgeoisie, on la trahira éternellement, immédiatement, dans le même instant. Enfin, l'essentiel, c'est cette notion qui est une notion de misant et qui est pour moi capitale, c'est que dans la lutte contre le capitalisme, l'essentiel c'est éternellement de trahir la bourgeoisie en employant, si c'est possible, ses propres armes, et là il s'agit de la culture bourgeoise, et de la mettre à la disposition de ceux qui luttent contre elle. Mais la notion de trahison de la bourgeoisie est la notion la plus importante. Moi je suis un bourgeois qui trahit la bourgeoisie et qui lutte toujours pour la trahir et pour la trahir mieux. Du coup, cette notion de trahir la bourgeoisie, nous, elle nous plaît beaucoup. Et c'est vrai que sur les graphes, sur le fait... 5 minutes 10. Sur le fait de faire des livres et sur la façon dont on pratique le design graphique, c'est quelque chose qui nous a qui nous a traversé. Donc, avec l'argent de Fiévreuse Plébéienne, ça nous a permis de publier une anthologie de tous les textes de Élodie Petit et Marguerin Lelouvier, donc à travers ce livre, Anthologie douteuse 2010-2020. Donc livre voilà, qui a été un peu le moment charnière dans l'histoire de Rotolux Press, puisqu'il a eu un succès qu'on n'attendait pas. Peut-être tu peux... oui, ça c'est que du coup, je vais passer assez rapidement du coup. J'aimerais bien arriver sur ça. Ouais. Il a eu un succès dans le sens où en fait le tout premier tirage, on avait fait 90 exemplaires sur la Fiévreuse Plébéienne, on l'a tiré à 700 exemplaires et en 3 mois c'était écoulé. Et du coup, on a dû réimprimer. Et à chaque fois, on a vidé notre compte en banque pour pouvoir financer cet ouvrage. Et donc là, on peut se rendre compte qu'entre le premier tirage à 700 exemplaires et le dernier à 3000, on divise presque par 2 les coûts. Entre-temps, on a un diffuseur qui prend 60% de prix de vente. Donc nous, on ne gagne pas plus d'argent, mais les objets peuvent continuer à circuler. Et donc c'est là aussi on s'est rendu compte de tout le travail de placer le livre en librairie, d'organiser des lancements, de faire en sorte que ce livre ait une vie et pas en fait le livre n'est pas fini une fois qu'il arrive imprimé. Il y a tout un autre travail qui recommence pour le faire vivre. Donc on a tiré beaucoup de leçons de cet ouvrage, on en a fait plein d'autres entre-temps. Et on arrive à l'an dernier où on se retrouve donc 5 ans plus tard à Offprint à tenir une table avec des amis parce que on n'avait pas été sélectionné, donc on a essayé de gratter une place entre 2 copains. Et c'est là qu'est née l'idée du projet Débordé Bolloré. On a beaucoup discuté effectivement voilà, de la montée de l'extrême droite, de l'influence de Bolloré sur nos vies et nos métiers et sur la société. Pendant ce salon, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'organise et qu'on propose quelque chose à notre niveau. Donc notamment avec les éditions Burnout, les éditions Divergence et les éditions du Sabot. Puis auquel s'est joint l'Atelier Téméraire et bien d'autres personnes. Donc on a eu l'idée d'une coédition en étant le plus nombreuse possible. Peut-être juste rapidement, avant la coédition, il y avait l'envie de, comme on était des maisons d'édition avec des diffuseurs différents, il y avait l'envie de faire travailler les diffuseurs chacun avec le même titre.
Et en parlant avec eux, ils nous ont dit mais là c'est vraiment pas un cadeau que vous nous faites, les libraires vont pas s'y retrouver, nous on va pas s'y retrouver, ça va pas du tout être possible de le faire comme ça. Donc on a dû un peu aussi reprendre notre idée pour se dire comment on fait exister quelque chose en faisant aussi attention à toute la chaîne du livre qui va aller derrière devoir travailler ce titre. L'enjeu était d'aller vite, puisqu'on souhaitait que le livre soit sorti avant le mois de mai, période à laquelle était prévue une manifestation en Bretagne, au Glénan, où Bolloré possède une île. Et l'idée était que le livre soit sorti avant cette manifestation. Donc il a fallu s'organiser très vite, monter plusieurs comités, un comité éditorial, un comité mise en forme, un comité presse, etc. et se répartir les rôles, les tâches, etc. On a eu la chance et le plaisir d'assurer la mise en forme du livre. Le tout en discussion avec nos camarades qui s'occupaient de la mise en forme du site web du livre. Et pendant qu'on établissait le sommaire, on a établi le brief d'une police de caractère dédiée au projet, qu'on a appelé la Alter, qui permettait d'esquiver les questions de licence, puisqu'on était très nombreux à travailler sur ce projet. Il fallait que les caractères typographiques puissent circuler d'un ordinateur à l'autre sans que cela pose problème. Donc ça allait assez vite. Et c'est sur le sommaire finalement que le caractère a été mis à l'épreuve et qu'il s'est dessiné en même temps que le sommaire s'écrivait. Donc une fois les contributrices contactées, ils avaient seulement, je crois, 2-3 semaines pour écrire leur contribution avant de passer la main au comité relecture, qui ensuite passait la main au comité mise en forme. Donc en gros, le livre s'est fait entre janvier et mars 2025. Je vais parler rapidement du caractère de texte, qui est également un caractère que j'ai dessiné il y a quelques années. L'exécutif moderne, qui est inspiré d'un caractère des machines IBM exécutives, qui jouait toute sa... Donc c'est une machine qui a été inventée dans les années 40, qui jouait toute sa communication c'était vraiment la machine du boss, quoi. Et on aimait bien cette idée de retourner les outils du capital contre eux. Peut-être tu peux parler des proportionnels rapidement. Je pense qu'on va manquer de temps. Mais parce qu'il faut qu'on parle de production. Cet ouvrage, vas-y, tu veux en parler un petit peu? C'est que c'était intéressant. Nous, on a appris beaucoup de choses en faisant ce livre sur l'industrie et sur qu'est-ce qui fait qu'une maison d'édition est viable ou pas. Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on essayait de faire toujours plus de livres pour essayer de gagner plus d'argent, pour essayer de se payer un peu sur la maison d'édition. Et en fait, on n'y arrive pas. Et sur le débordé Bolloré, ce qu'on a compris, en partie, enfin en tout cas une première piste, c'est les techniques d'impression. Donc nous, on fait des livres, on fait des tirages, on fait rarement tout. Enfin, on n'a pas fait plus de 5000 exemplaires pour le moment, les plus petits à 300, 500. Et sur Débordé Bolloré, les premiers, on était dans notre zone de confort, donc on demandait des devis en offset pour 6000 exemplaires. Donc on se rendait bien compte que là, pour 6000 exemplaires, on était à 9700 €, 9008. Et puis on voyait qu'il y avait beaucoup de précommandes de la part des coéditeuristes, donc on a augmenté le tirage. Oui, parce qu'on était 128 coéditeuristes, donc chaque maison d'édition a précommandé des ouvrages. Et on a augmenté le tirage à 10 000 exemplaires, et on a changé de système d'impression. Donc on est passé de l'offset à de la rotopage, et là, le devis a augmenté 2000 € seulement. Donc on s'est bien rendu compte qu'on passait d'un 1,63 € l'unité à 1,08 € en changeant de technique d'impression, et donc la plus-value était vraiment indéniablement plus forte. Et en même temps, on se rend bien, enfin qu'on y a. Nous, donc on rentabilise plus vite le livre, mais c'est aussi comme ça que les livres finissent beaucoup au pilon.
parce que du coup ils sont pas vendus, l'éditeur se refait, donc c'est un peu la mauvaise piste de l'industrie de l'édition ou du livre en tout cas, vers laquelle on ne veut pas aller moralement, éthiquement. Voilà, il faut savoir que beaucoup de grands groupes préfèrent imprimer à 10 000 exemplaires pour en jeter la moitié, volontairement, puisque ça coûte moins cher que d'en imprimer 5 000 exemplaires, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est toujours refusé à faire, nous, avec notre maison d'édition. Mais voilà, c'est ce projet qui nous a permis d'ouvrir les yeux sur cette réalité industrielle. Et comme vous pouvez le voir, quand on imprime en rotative, c'est pas cher puisqu'il n'y a absolument aucune intervention manuelle sur toute la chaîne de production. Donc on vous laisse regarder cette vidéo qui nous a été très gentiment envoyée par l'imprimeur lui-même, qui je pense était très emballé par le projet. Et c'est la première fois que ça nous arrivait, que l'imprimeur, parce qu'en général on demande à l'imprimeur, oui, vous pouvez nous envoyer une photo, ils ne le font jamais, etc. Là ils nous ont carrément fait un film, ils ont fait le montage, et ils étaient tout fiers d'avoir contribué à ce projet. On peut la mettre jusqu'à la fin. Ouais. Que dire de plus Donc en tout cas c'était une expérience qui était très enrichissante, qui a vachement resserré les liens avec d'autres camarades éditeuristes indépendants. Ça a mené à d'autres collaborations, d'autres coéditions. À plus petite échelle, à 2-3 structures. Nous, on a cette imprimerie, donc cette petit atelier réseau qui est aussi monté avec des personnes qui ont co-signé cet ouvrage. Moi, je trouve que dans les choses intéressantes aussi qu'on a compris sur l'industrie, ou en tout cas comment une maison d'édition est viable ou pas, il y a la question du tirage qui est évidente là, mais il y a aussi la question du nombre d'ouvrages à l'année. Et ce qu'on peut lire et comprendre dans Débordés Bolloré, c'est qu'à moins de 15 livres à l'année, c'est très compliqué d'être viable ou de dégager un salaire. Et que c'est en même temps, et 15 livres à l'année ou plus, ça participe à l'engorgement des librairies, aux livres qui restent sur table une semaine. Donc en fait, ça va pas non plus dans le bon sens. C'est un peu comme aller foutre les livres au pilon, quoi. C'est-à-dire que si on atteint cet endroit-là, c'est un endroit où on autodétruit aussi le système dans lequel on essaie de s'inscrire et de rendre viable. Donc voilà, c'est des enjeux éthiques et techniques. On n'a pas les réponses. Enfin, nous, on a un peu décidé, du coup, après 2 ans de tentatives, de décider qu'on n'allait pas se payer puis qu'on allait juste en faire moins, parce qu'on n'a pas envie de passer cette bascule-là qui ne nous semble pas la bonne à notre échelle. Mais c'était intéressant de comprendre en tout cas quels étaient les endroits où on butait et qu'on n'allait pas pouvoir dépasser, parce que ni dans notre rapport au quotidien et au travail on a envie de faire que ça, et on n'a pas envie de nourrir cet engorgement non plus. Et par ailleurs, on a la chance de prendre beaucoup de plaisir à travailler sur nos travaux de commande. Donc on souhaite que notre maison d'édition reste vraiment un terrain de jeu, enfin en tout cas tel qu'on l'avait imaginé au départ. Donc fini les 8 livres ou 7 livres par an, on va repasser à 2-3. Voilà. Et donc en guise de conclusion, je pense qu'on est obligé d'attendre que la vidéo se termine. Alors bon, vous l'aurez compris, hein, les fourmis, ce geste graphique, il parle de lui-même, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Le fait que ce livre soit plusieurs fois sélectionné dans la Biennale, je pense que ça en dit long sur la visibilité qu'il a eue, puisqu'on était 128 à le porter. Et donc finalement, peut-être est-ce cela, être indépendant, se donner la capacité de choisir les dépendances qui nous font exister et de combattre celles qui nous tuent. C'est la conclusion de la préface de Débordés Bolloré qui a été coécrite par le comité éditorial. Et voilà, c'est une phrase qu'on a trouvée qui nous a beaucoup touchés. Merci.
Rapide. Comment ? Il y a une question. Allez. Merci beaucoup, c'était extraordinaire de voir votre témoignage. Je pense que ma maison d'édition, elle n'a rien à voir avec vous et j'ai les phrases dans mon cœur de la même manière. Alors, il faut qu'on utilise tout notre temps pour vos questions. Donc, il y a des micros qui circulent. Qui voudrait commencer par une question ? Allez-y, c'est vraiment le moment. Une question, super. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre présentation. Ouais. Je trouvais super intéressant le fait que vous avez votre pratique de commande et après à côté vous avez votre truc un peu plus de passion de maison d'édition. Vous aurez des conseils à donner pour comment équilibrer ce travail de commande et qui, vous avez dit, c'est ce qui finalement vous permet de vivre et le truc un peu plus de passion que vous faites. Vous aurez des conseils un peu à donner comment on trouve l'équilibre entre les deux? Je ne sais pas si on l'a trouvé, nous, l'équilibre. Ouais, on le trouve pas, on le cherche beaucoup. On tente plein de trucs et on s'est beaucoup épuisé, on a beaucoup travaillé. Et là, on calme un peu parce qu'on voit bien qu'on arrive à certaines limites pour avoir une vie en dehors. C'est pour ça qu'on réduit la voilure avec la maison d'édition, parce que si on arrivait à se dégager un peu d'argent, on aurait peut-être réduit le travail de commande. C'est pas le cas. Donc en fait, chaque année, on teste. Si on veut un peu plus ça, on essaie de déplacer les curseurs pour essayer de trouver un équilibre qui est pas encore complètement là. Mais c'est vraiment à tâtons, donc il y a pas de, on n'a pas de formule magique à part, si ce n'est, en tout cas pour nous, je pense que le truc un peu clé à la sortie de l'école, ça a été de créer un espace de travail et d'aller tous les jours faire des trucs qu'on nous attende ou qu'on nous attende pas. Et je pense que la maison d'édition, elle est aussi née cet espace-là où il y avait moins de travail de commande. Mais on voulait quand même faire des choses. Et du coup, et après, c'est quelque chose qui s'est déroulé un peu tout seul, mais de pas attendre qu'on vienne à nous. Et après, de passer son temps à essayer de déplacer les curseurs pour trouver l'équilibre. Voilà. Sachant qu'on a beaucoup travaillé soirée, week-end, mais qu'on ne fait plus ça depuis quelques années. Est-ce que vous refusez des commandes? Vous avez trop de commandes ou... Non, on refuse quand c'est vraiment trop mal payé et que c'est pas des amis. Non, oui, ça nous arrive de refuser des commandes si on sent qu'il y a une erreur de casting, soit s'il n'y a pas assez de budget. Et par contre, sur la maison d'édition, on reçoit beaucoup, parce que je pense qu'il y a une vitrine avec un site un peu bien, en tout cas propre. Donc on reçoit beaucoup de manuscrits, on n'arrive pas du tout à répondre à aucun. On est hyper sollicité sur la maison d'édition, et ça, c'est vraiment un endroit où on n'arrive pas à faire les choses bien, entre guillemets. On n'arrive pas à répondre aux manuscrits, on n'arrive pas à les lire. Et si on doit faire 2 livres à l'année, on est obligé de faire une sélection méga drastique où... c'est un des endroits que pour le moment on n'est pas, on fait pas les choses encore très bien, quoi. On n'arrive pas à le faire. Votre maison d'édition a généré des commandes? Oui. Ouais. Non, indéniablement, on ne se paye pas, mais c'est vrai qu'on bénéficie d'un capital symbolique qui est indéniable. Et ça a généré des commandes. Dans les deux sens, autant sur l'expo au bal, comme le complot, on faisait le livre, ça a fait l'expo, puis il y a des fois on travaillait sur un film, et en fait on a publié un petit texte avec la voix off du film, ou on a fait un workshop avec des lycéens, puis on a publié le résultat du workshop. Donc il y a des va-et-vient. Mais après c'est vrai que ça a donné un espace où... ce que je disais, c'est qu'on a fait notre site d'atelier, de travail de commande il y a à peine 1 an, mais les gens nous connaissaient via la maison d'édition, et c'est quand même aussi un endroit où on montrait un peu nos savoir-faire graphiques, donc tout ça se nourrit, c'est sûr. J'avais aussi une deuxième question.
vous êtes que 2 à travailler pour la maison d'édition, parce que vous avez dit que vous avez des gens qui viennent placer les livres, ou est-ce que c'est que ça qui, comme entre guillemets, autre employé que vous avez pour la maison d'édition, ou est-ce que vous êtes encore plus? On travaille parfois ponctuellement avec des stagiaires ou des freelances. On travaille avec des relectrices, on travaille avec des traductrices, avec des photographes. Non, on a beaucoup de collaborateurs. Tout le monde est payé, sauf nous. Mais non, sinon sur la maison d'édition, la gestion, enfin on est vraiment 2 à bord pour le design et toute la partie éditoriale. Et après on a un peu de relectrices, des photographes, enfin toutes les photos des livres. Il y a une photographe avec qui on collabore depuis des années qui shoot tous les bouquins pour le site. Donc plus des collaborateurs que plus d'autres membres. Oui. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à 2, on touche un peu les limites de faire 8 livres par an pour la maison d'édition, plus travailler pour gagner des sous à côté. Là, ça fait 2 ans qu'on voit bien qu'il faudrait potentiellement une personne de plus, mais ça ne génère pas l'argent pour. Le niveau de curseur où on se dit, on va baisser. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Yes. Non, mais j'avais juste une petite question et qui rejoint la première question et même vos questionnements sur la maison d'édition. Mais par rapport à votre choix de créer des caractères pour les projets, comment ça vous situe aussi économiquement? Est-ce que c'est pas des fois plus aussi des envies que vraiment intéressant économiquement? Je suis pas sûre de comprendre ta question. Mais qui parle en fait? J'arrive pas à ça. Ouais, je suis juste merci. là. Mais est-ce que des fois le choix d'un caractère qui serait pas produit par vous, ça serait pas plus intéressant entre guillemets économiquement parlant? Et en même temps, je comprends l'envie de créer des caractères sur mesure. Si, c'est sûr que ça prend un temps fou. Après, oui et non, parce que comment dire, je pense que moi je dessine pas caractère, c'est Alaric qui les dessine, mais je pense qu'il a l'envie de ça de toute manière, et que par ailleurs un caractère qui va être dessiné pour un projet, donc oui on aurait pu s'éviter le travail de le dessiner, mais derrière c'est peut-être un caractère qui va être diffusé en fonderie, qui va rapporter de l'argent. Donc en fait c'est pas sur un temps, c'est sûr que c'est pas sur 1 an ni 2 ans, mais à l'échelle de 10-15 ans potentiellement c'est plus rentable d'avoir dessiné le caractère que pas. Donc c'est aussi des... C'est vrai. C'est vraiment un investissement sur le temps long, cette question-là. Parce que tous vos caractères sont distribués après, non? Pas tous, pour le moment seulement 3 chez Production Type. Mais par la suite, il y en aura d'autres, et pas que chez Production Type. Mais voilà, ça prend le temps. J'ai beaucoup de choses dans les cartons, mais je suis très lent. Enfin, voilà. Et puis ça permet aussi une autonomie, par exemple là sur le Alter, donc il a été dessiné au départ sur des bordées Bolloré, mais après on l'a utilisé dans le mouvement féministe en complot lesbien, dans lequel il nous fallait des glyphes inclusifs. Du coup, on a commencé à réfléchir à comment dessiner un inclusif si on avait besoin d'un inclusif, qui après, on s'en est resservi dans l'expo pour le Palais de Tokyo. Donc, il circule. C'est aussi des outils qu'on se crée, enfin en tout cas qu'Alaric crée pour nous. Moi, je suis ravie parce que dès qu'il manque quelque chose, il suffit de demander, on a. Mais voilà, il y a un peu d'être autonome sur les outils et de pouvoir les remalaxer derrière comme on veut. Ouais. Bah, c'est vrai que la Alter, je l'ai dessinée au mois de janvier en une graisse, et puis 1 an après, il y a 7 graisses, plus des glyphes inclusifs, et on s'en est servi sur beaucoup de projets. Enfin voilà, chaque projet en fait est l'occasion de poursuivre le travail de dessin de caractère. Ok. Et je ne sais pas s'il reste du temps pour une autre question, mais je me Allez-y. demandais aussi comment tu étais arrivé à la peinture en lettres. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé pendant tes études? J'ai eu la chance de faire quand j'étais donc étudiant en bachelor à Lyon, entre ma 2e et 3e année, j'ai eu la chance de faire un stage avec un peintre en lettres à Seattle aux États-Unis, qui m'a donc appris toutes les ficelles du métier. Et ça m'a passionné, j'ai continué à pratiquer. Puis quand je suis arrivé à Paris, après mes études,
et que je me suis mis à mon compte, ça m'a beaucoup aidé à survivre aussi, en fait, d'avoir ces compétences-là, parce que à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui pratiquait ce métier. C'était pas encore complètement revenu comme aujourd'hui. Et donc, oui, j'ai peint beaucoup de devantures, fait beaucoup de lettrage dans divers domaines. Ouais, non, ça m'a pas mal aidé. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, là-haut. C'est dommage, on pourrait poser des questions pendant longtemps. Bon, vous pourrez venir nous poser d'autres questions pendant le salon demain. Oui, j'avais une question vis-à-vis du livre Débordé Bolloré. C'était quoi les réactions, y compris de Bolloré? Les réactions de qui? Y compris de Bolloré, mais de manière générale. De Vincent lui-même? Non, il nous a royalement ignorés, je crois. Pas de réaction de Vincent, ouais. Non, pas de réaction de Vincent. Par contre, une réaction publique. Il y a eu un accueil public et critique. Oui, le livre a été super bien diffusé. Les libraires étaient ravis de le mettre en devanture. Il y avait des vitrines pleines. Et du coup, il y a eu un premier tirage à 10 000 exemplaires. Je pense qu'il y en a eu 4 000 pour les coéditeuristes qui l'ont diffusé de leur côté, puis le reste en librairie. Et ça a été réimprimé à 5 000, donc c'est quand même un très gros tirage. Enfin, aux échelles des maisons d'édition qui co-signent cet ouvrage, c'est des très gros tirages. Malheureusement, ça dépasse pas les scores de Bardella ou autre. Mais il n'y a pas eu de réaction. Non, aucune. Non, on avait un petit peu l'inquiétude d'un procès bâillon, mais ce n'est pas arrivé. Je pense qu'il a dû se rendre compte que ça allait plus faire de la pub qu'autre chose, quoi. Ils sont assez doués en général. Quand ça les dérange, la meilleure manière, c'est surtout de ne rien faire. Ouais, c'est ça. Nous, en vrai, on espérait presque se prendre ce procès bâillon parce que on était prêt à ça, quoi. On l'attendait de pied ferme, mais ce n'est malheureusement pas arrivé. On a un mélange de peur et d'impatience, mais finalement, le calme plat est la meilleure revanche de leur côté. C'est ça, exactement. Merci. Merci beaucoup.